Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire. Il y en a encore quelques-uns qui arrivent. Euh, je vais faire une petite présentation rapide d'Horace, donc pour ceux qui ont l'habitude en 4-5 minutes. Et ensuite, je vais laisser la place à Nicolas Darcos qui est donc là pour nous présenter les solutions de chaleur et rafraîchissement des bâtiments par de l'énergie renouvelable euh, au travers de son entreprise Le Bon Tuyau. Petite présentation rapide d'Horace. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, on est une structure associative soutenue par l'ADEME et la région Pays de la Loire. Notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition énergétique et dans leurs projets de décarbonation. On est une équipe de 8, donc comme vous pouvez voir là sur la droite du slide. C'est une association, donc c'est composé de différents collèges. Donc on a les adhérents, qui sont des adhérents des entreprises consommatrices d'énergie qui sont dans le besoin d'accompagnement. On a aussi des écoles, on a aussi des collectivités comme Nantes Métropole, Saint-Nazaire Agglo et La Roche-sur-Yon Agglomération. Quelques partenaires, des experts aussi, comme on fait partie Le Bon Tuyau, donc sur différents sujets. Voilà, les bornes de recharge, le photovoltaïque, la maintenance industrielle, etc. Et concrètement, Horace, c'est quoi? On peut le définir comme un centre de ressources techniques sur lequel les entreprises peuvent s'appuyer. Donc, quel que soit le projet en lien avec l'énergie et la décarbonation, quel que soit l'état d'avancement aussi de ce projet, qu'il soit en phase d'émergence, de cadrage ou de mise en œuvre, l'entreprise peut s'appuyer sur Horace par ces différents accompagnements. On peut regrouper ça un peu en trois parties, hein. Donc une partie mission de service public. D'ailleurs, c'est le webinaire actuel en fait partie, hein, s'inscrit dans cette mission-là. On a aussi donc un réseau d'entreprises, donc beaucoup d'échanges entre les entreprises sur leurs projets, voilà, c'est des retours d'expérience qui permettent en fait de trouver les solutions à apporter aux problèmes rencontrés. Donc ça c'est vraiment intéressant pour elles. Et enfin des accompagnements sur mesure. Nous on peut aussi faire des prestations auprès des entreprises, euh, notamment des prêts de diagnostic énergétique, des bilans carbone simplifiés et beaucoup de prêts de matériel aussi qu'on fait s'échanger entre les entreprises, comme des caméras de détection de fuite d'air, des enregistreurs de puissance, etc. Petite pub dès maintenant pour le prochain webinaire qui aura lieu donc le 9 avril, qui sera présenté par l'ADEME. Euh, c'est un webinaire dédié aux aides et financements 2026. Donc voilà, si vous avez des projets en lien avec l'énergie et que vous cherchez des aides et financements, bah, ce webinaire est fait pour vous. Il sera aussi de 11 heures à midi. Si vous souhaitez nous contacter, bah, vous pouvez par différents moyens, soit prendre les coordonnées là, qui sont inscrites sur cette slide, ou soit par notre site internet, par téléphone, etc. Je vais tout de suite laisser la main à Nicolas pour donc la présentation. Si tu peux partager ton écran, Nicolas, et te présenter, je te laisse la main. Merci. Je vais dire deux mots avant d'afficher la présentation. Déjà, merci beaucoup Curtis et à Horace. Le Bon Tuyau est expert d'Horace depuis 2025 et on est très content de l'être. En deux mots, donc moi je suis Nicolas Darcos, je suis le directeur général du Bon Tuyau et j'ai travaillé 15 ans dans l'énergie et l'industrie. Donc j'ai eu la chance d'être à la fois côté fournisseur de solutions et consommateur. Voilà, je connais la situation des deux côtés. L'objectif pour moi, c'est qu'on ait voilà, plusieurs moments d'interactivité. On a prévu trois moments de pause. En fait, je vais commencer par présenter rapidement avec des petites questions pour vous faire réagir, parler des différentes ENR pour le chaud et le froid. Ça se veut pas nécessairement exhaustif, mais ça se veut interactif et illustratif. Ensuite, on va arriver à ce qu'on appelle le paradoxe de la géothermie et on fera une pause à ce moment-là. En deuxième partie, je vais expliquer comment, avec un exemple et des outils, on peut essayer de dépasser ce paradoxe.
Et à la fin, j'ai quelques éléments pour donner des clés pour comment passer à l'acte et prendre des décisions simples et entre guillemets débroussailler les différentes options qui s'offrent à vous pour rafraîchir et chauffer votre bâtiment de manière écologique et compétitive. Et en fait, ça va ensemble, on va le voir. Alors, je me lance, je partage mon écran. Ça doit être ça. Voilà. On va commencer par une question. Ça, c'est en fait, c'est, c'est la slide la plus importante de la présentation. C'est de comprendre d'où on vient et pourquoi c'est aussi difficile de basculer sur les énergies renouvelables dans le bâtiment. Et donc, je veux bien que quelqu'un réponde à cette question qui est en fait très simple, hein, il n'y a pas de piège. Comment on chauffe un bâtiment au début du XXe siècle, depuis la seconde moitié du XXe siècle, et alors maintenant, laissons tomber maintenant, on va en parler, mais le un et le 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Pas forcément un spécialiste, hein. J'ai vu par exemple que l'ADEME est là, donc je suis sûr que l'ADEME aura la réponse, mais plutôt un consommateur qui est pas trop timide, qui n'a pas trop faim, qui est prêt à se lancer. Sinon, je vais utiliser Curtis comme cobaye, mais voilà, il a déjà vu la présentation, donc il y a En plus, quelqu'un qui se on lance. a... Merci beaucoup. Yes. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Oui, Ouais, début 20e, enfin je pense, on devait se chauffer soit au bois ou au charbon, oui, ou alors pas, ou on se chauffait pas. Seconde moitié, ben, on a dû passer. Il y a quelqu'un qui a noté le fioul, je pense que certainement. Voilà. Si c'est ça. Et les réseaux de gaz aussi, et d'électricité. En fait, Ouais, c'est c'est ça. exactement ça. C'est que c'est assez récent, en fait, le déploiement des grands réseaux électriques et gaziers. Ça date que des années 60. Et donc, historiquement, et jusqu'à très récemment, en fait, jusqu'à 50, 60 ans, l'enjeu, c'était d'avoir une ressource locale à brûler, charbon, bois. Ensuite, les réseaux sont arrivés et on brûle toujours quelque chose, soit du fioul, soit du gaz dans son logement, soit en fait de l'électricité, mais qui brûle indirectement un combustible un peu plus éloigné. Et ce qui comment dire, distingue cette manière de consommer l'énergie, c'est que dans le bâtiment, il n'y a quasiment pas d'investissement. Dans le bâtiment, on a des coûts, le coût du combustible, le coût de l'électricité, mais on n'a pas d'actif énergétique qui a un coût significatif. Ce qui fait que on ne s'est jamais posé la question jusqu'à récemment de comment est-ce qu'on finance cet actif. Et surtout, comme il coûte pas cher, on se pose bien sûr la question du dimensionnement, mais c'est moins important qu'à l'extérieur du bâtiment, où évidemment, quand on construit une centrale à charbon, une centrale à gaz, historiquement, et plus récemment du nucléaire ou des énergies renouvelables électriques, le sujet du dimensionnement et du financement est clé. Alors depuis, en fait, c'est assez récent. Il y a des réseaux de chaleur qui se déploient et des énergies renouvelables thermiques dans les bâtiments. Et là, c'est un changement de modèle total. Et c'est ça que je veux partager avec vous. C'est que pour basculer à droite de l'écran, eh ben, il faut investir dans un actif qui va représenter 80-90% du coût complet de l'énergie sur 20-25 ans. Et donc, on concentre tout le coût à un moment donné. Donc, on va se poser la question comment on le finance. Est-ce qu'on est sûr qu'on a vraiment bien dimensionné au plus juste? Et est-ce qu'on est sûr qu'on va maintenir correctement cet actif qui vaut beaucoup d'argent et il va délivrer la performance qu'on attend de lui sur 20-25 ans parce que c'est sur cette durée qu'il est rentable. Et donc ça, moi, nous, ce qu'on constate au Bon Tuyau, c'est que autant les très gros propriétaires qui gèrent un parc énorme de bâtiments et qui ont beaucoup d'ingénieurs qui peuvent faire ce travail, ils arrivent à basculer à droite. Par contre, la plupart des propriétaires de bâtiments de taille intermédiaire, qui est les propriétaires qu'on aide, en fait, ils sont bloqués au milieu parce qu'ils n'ont pas nécessairement la capacité ou la volonté d'investir. Et surtout, personne ne garantit la rentabilité de leur investissement sur un temps très long. Et donc, c'est très important de comprendre cette rupture entre les solutions, entre guillemets, du passé et les solutions actuelles. Hein. Elles sont pas, c'est pas de demain, c'est actuel, elles sont déjà matures, mais qui nécessitent de réussir à changer de modèle. Alors, connaissez-vous les différentes énergies renouvelables? Je ne vais pas vous laisser la parole là-dessus. Simplement pour dire que quand on pose la question, je pense que là j'ai un public un peu averti, mais quand on pose la question, on va dire à quelqu'un qu'on arrête dans la rue, en fait naturellement quand on pense énergie renouvelable, on va penser énergie renouvelable électrique.
Alors que pour vos bâtiments, en fait, la consommation, le bâtiment, sans parler des usages industriels que vous pouvez avoir, mais il va consommer prioritairement de la chaleur et du froid lorsqu'il y en a. Et donc les énergies électriques, c'est pas la priorité pour les besoins du bâtiment. Et donc les énergies qui sont prioritaires pour répondre aux enjeux du bâtiment pour le chauffage et le rafraîchissement, elles sont multiples. Soit elles ont été produites dans le cadre d'un réseau de chaleur, donc vous n'avez pas forcément, vous, à faire l'investissement, là, il suffit de se connecter. Et on a ce qu'on appelle l'ENR choix de l'ADEME, qui indique que quand on a cette possibilité, d'ailleurs, c'est dans la loi, hein, quand on a la possibilité de se raccorder à un réseau de chaleur, on doit se raccorder au réseau de chaleur. Ensuite, on va y revenir, les technologies les plus performantes sont la géothermie de surface et le solaire thermique. Je reviendrai après sur ces technologies. Ensuite, seulement, on doit considérer le bois, qui est en fait un combustible, un peu comme avant. La solution doit être l'exception. Et en fait, aujourd'hui, la difficulté, c'est que dans le marché, c'est la règle, qui est la pompe à chaleur RO. La pompe à chaleur RO, on va y revenir, mais c'est une solution un peu intermédiaire. Donc, c'est qu'il y a quand même un investissement initial qui n'est pas négligeable. Par contre, en termes de durabilité et de coût d'exploitation, on n'est pas du tout sur la même performance que la géothermie et le solaire thermique. Donc, c'est une solution de demi-mesure, entre guillemets, moi je le dis comme ça, pour ceux qui ne savent pas décider. Soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils n'ont pas les compétences, soit parce qu'ils n'ont pas la capacité d'investir. Et en fait, le vrai paradoxe, c'est qu'on a des énergies thermiques ultra performantes et qui sont méconnues. Et là, je vais prendre l'exemple, la production d'énergie, c'est-à-dire pour 1 mètre carré, là, je veux bien que quelqu'un intervienne. Euh, à votre avis, quel est le ratio de production entre 1 mètre carré donc, d'énergie, entre un panneau solaire thermique, c'est-à-dire un panneau qui va capter la chaleur émise par le soleil, qui va la diffuser au bâtiment sous forme de chaleur, et un panneau solaire photovoltaïque, c'est-à-dire qui va capter les rayons lumineux et les transformer en électricité. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur cette question? Je vais avancer. Donc en fait, il faut avoir en tête que les panneaux solaires photovoltaïques, même s'il y a eu énormément de progression sur le rendement et qu'il y en a encore qui sont possibles, mais ils ne captent qu'une faible partie du spectre solaire. Et on a derrière des systèmes donc de transformation de l'énergie du courant continu, notamment au courant alternatif, qui fait que pour une irradiation moyenne de 1500 kWh par mètre carré par an, par exemple à Nantes ou à Angers, on va récupérer vraiment pour les usages du bâtiment 240 kWh. Un panneau solaire thermique, moi j'aime à dire que c'est low cost, alors les fabricants de panneaux ne seront pas d'accord parce que c'est vrai qu'il y a des films qui sont de haute technologie pour capter un maximum d'énergie thermique et éviter les déperditions par réémission. Mais néanmoins, c'est quand même beaucoup plus simple. Le principe, c'est simplement de capter la chaleur et de l'évacuer. Et là, en fait, on a à la fois le panneau en lui-même va être beaucoup plus performant, mais le système va perdre aussi moins d'énergie. Et donc là, dans cet exemple, où les deux systèmes sont optimisés, donc c'est vraiment l'optimal des deux côtés, en fait, on voit que le panneau solaire thermique, il va produire 3 à 4 fois plus d'énergie par mètre carré et par an. Alors, c'est pas écrit là, mais pour des installations bien dimensionnées, les investissements et les coûts d'exploitation sont à peu près similaires entre les deux. Donc, ça veut dire que quand on a un bâtiment qui a des besoins thermiques significatifs, et ben en fait, on devrait théoriquement basculer sur cette énergie, mais qui est moins connue et qui présente des enjeux de performance qui sont plus complexes à maîtriser que le photovoltaïque, qui explique en partie, mais pas seulement, pourquoi cette technologie, même si elle est très robuste, est aujourd'hui moins exploitée. L'autre question, donc là on a parlé, j'ai parlé très rapidement du chauffage. Quelles sont les solutions matures et simples, hein, il y en a d'autres, je ne prétends pas à toutes les brosser, mais pour faire du rafraîchissement, je ne parle pas du frigorifique, du rafraîchissement, c'est-à-dire permettre à un bâtiment de rester à une température tempérée en été. La plus connue, c'est celle qu'on a déjà mentionnée, c'est les pompes à chaleur, RO ou RR. Le principe, en fait, c'est qu'on va avoir un équipement comme dans un frigo qui va réussir à capter, à prendre du froid dans l'air à 35 degrés et à le mettre dans le bâtiment. Donc, il y a ce qu'on appelle un travail thermodynamique, c'est-à-dire que la machine, elle arrive à prendre le froid dans l'endroit qui est plus chaud et à la mettre dans l'endroit qui est plus froid. Donc ça consomme de l'électricité. Et donc, la consommation est élevée.
La performance, elle diminue quand l'air extérieur est chaud, donc c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que plus il fait chaud, plus on a besoin de se rafraîchir et moins c'est performant. Donc un impact carbone élevé, et c'est des équipements qui ont une durée de vie de 10 à 15 ans. Alors ce qui est bien par contre, c'est que c'est des équipements réversibles, c'est-à-dire que ça permet de faire du chaud et du froid, contrairement à une autre solution qui est un peu plus vertueuse, mais qui est le refroidissement adiabatique, c'est-à-dire que là, on va évaporer de l'eau, et donc l'eau en s'évaporant, elle capte des calories, et donc elle va rafraîchir le bâtiment. L'intérêt de cette technologie, c'est que ça consomme beaucoup moins d'électricité. Par contre, c'est dépendant de l'humidité extérieure, et ça consomme de l'eau. C'est un peu plus durable que la technologie précédente, mais ça ne fait pas de chaud. Donc, c'est-à-dire que si vous investissez dans cette technologie, il faudra avoir une autre technologie pour chauffer votre bâtiment, et donc bah, deux fois des investissements, deux fois de la maintenance. Et donc, c'est l'inconvénient majeur de cette technologie, au-delà de la consommation d'eau. Et on a, un peu comme le solaire thermique, une technologie qui est assez méconnue, qui est la géothermie, alors qui se décline en plusieurs on va dire, sous-technologies, mais l'idée, c'est de tirer parti de la chaleur ou de la fraîcheur du sol entre 0 et 200 mètres, qui, en fait, présente une stabilité à partir de 5-6 mètres, qui ne dépend pas des évolutions de la température extérieure. Et donc, on va récupérer la fraîcheur du sol en été, qui va être quasi gratuite, indépendante de la température extérieure, avec une faible consommation d'énergie, et une durée de vie. Là, la partie sous-sol, en fait, si elle est bien faite, ne bouge pas, et la partie surface a une durée de vie moyenne de 25-27 ans. Donc quand on voit ça, en fait, on peut se dire, mais pourquoi on ne fait pas de la géothermie partout? Et nous, c'est ce qu'on a appelé... Ah oui, pardon, j'ai oublié ça. Et donc, si on parle de performance pour illustrer, en fait, avec une pompe à chaleur donc aérothermique, pour mettre, euh, on va dire, avec 1 kWh d'électricité, on a ce qu'on appelle un coefficient de performance, on va mettre 2,5 à 4 kWh de froid dans le bâtiment. L'ADEME a montré, sur une étude alors faite sur les bâtiments en particulier, il n'y a pas d'étude avec cette même largeur de panel, mais que la réalité, le coefficient, il est plutôt de 1,9. J'ai mis un coefficient les plus optimiste pour ne pas paraître biaisé. Et à contrario, la géothermie, si on utilise le géocooling, qui est l'une des technologies enfin l'une des manières de récupérer la fraîcheur du sol, on va avoir un coefficient entre 20 et 40. C'est-à-dire que si on compare les deux, bah en fait, on est 4 à 15 fois plus performant. Donc quand on voit ça, on se dit, mais bah, pourquoi tout le monde ne fait pas de la géothermie ou du solaire thermique? C'est tellement performant. Et donc nous, on a appelé ça le paradoxe de la géothermie, c'est la même chose pour le solaire thermique. On a une technologie mature et ultra performante. On l'a vu sur le froid, j'ai illustré, mais sur le chaud, c'est le même principe. On a un environnement idéal, et j'ai pas changé ma slide avec la crise au Moyen-Orient, mais tout le monde a compris maintenant que l'énergie était structurellement haussière et volatile, donc il fallait absolument se dérisquer de cette exposition. On a un cadre réglementaire qui est très favorable en France. C'est à la fois la carotte et le bâton, mais vous savez tous, côté consommateur, que vous êtes fortement incités à réduire votre consommation d'énergie. Et on a un cadre qui est très exigeant, avec beaucoup de critères à respecter pour la géothermie, mais une fois qu'on est dans le cadre, c'est très facile de le faire, quand on le fait correctement. Et dernier point, c'est qu'on a un écosystème technique qui est efficace, grâce au travail de l'ADEME, de l'AFPG pour la géothermie, des acteurs locaux comme Atlanson. C'est-à-dire qu'on a des bureaux d'études compétents, on a des installateurs compétents, on a des foreurs compétents, il y a des qualifications, il y a des certifications, il y a des dispositifs de soutien. Et pourtant, force est de constater que par rapport au potentiel, on pourrait revenir, si vous voulez, des chiffres macro, en fait, on est très très loin du potentiel de ces technologies. Et nous, notre explication, en fait, le point de départ, bah, c'est ce dont on a parlé. C'est pour ça que j'avais commencé par ça. C'est qu'il faut basculer d'un modèle de coût de fonctionnement à un modèle d'investissement. Et donc 80% du coût complet sur 25 ans, c'est dans l'investissement. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça ne dépend pas de la volatilité des cours extérieurs, c'est que c'est dans votre patrimoine. En fait, ça valorise la valeur du bâtiment. Ça, c'est très important à avoir en tête. Par contre, ça veut dire que il faut savoir le financer, il faut savoir le dimensionner correctement. Et vous avez compris qu'on vient du modèle de la combustion
où le dimensionnement n'était pas important. Et il faut savoir qui, dans la durée, va vous assurer que techniquement, en termes de coût de maintenance, de coût d'exploitation, de performance, on a parlé de coefficient de performance, si je reviens un peu en arrière, 20 et 40, bah, ok, c'est écrit là, mais qui vous assure que pendant 25 ans, vous allez avoir ce résultat? Donc, c'est à cause de ces blocages, aujourd'hui, en tout cas, c'est notre vision au Bon Tuyau, que même s'il y a des installations qui se font sur le tertiaire et le logement collectif, incluant l'industrie, parce que dans l'industrie, il y en a très peu, on est à 300-400 installations par an, donc c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc là, je vais faire une première pause ici pour savoir s'il y a des questions ou réactions. Et après, il me semble, si je me rappelle bien, oui, on va. Oh non, je peux dire un mot là-dessus, peut-être. Et après, il y aura un retour d'expérience. Euh, il y aura un retour d'expérience. Voilà. Donc, en fait, du coup, vous avez compris que le sujet du financement pour les énergies renouvelables, il est clé. Aujourd'hui, il y a trois manières de faire. La première, bah, c'est de financer en propre. L'avantage, c'est que vous avez la maîtrise totale des actifs. Vous avez investi dans l'équipement, donc il est dans votre bilan. Alors, avec les avantages et les inconvénients, c'est que vous avez sorti de la trésorerie ou de la dette. Et les limites pour certains acteurs, c'est la capacité à investir, un retour sur investissement qui n'est pas forcément compatible avec votre business model. Moi, par exemple, quand j'étais dans l'industrie, ben, en fait, on regardait, et ça, je pense que c'est important aussi que les acteurs publics aient ça en tête, le TRI minimum des investissements qui était regardé, c'était 20%. C'est-à-dire, il faut un temps de retour au grand maximum à 4 ans. Et tous les projets qui ne rentraient pas, c'est une réalité, dans ces objectifs, ne pouvaient pas être financés sur fonds propres de l'entreprise dans laquelle j'étais. Quand vous investissez, vous n'avez pas de performance et de garantie. Donc, c'est-à-dire que vous supportez le risque technique. Et il y a le sujet du dimensionnement. Est-ce que l'ensemble des acteurs qui vous ont conseillé sont alignés pour vous fournir le dimensionnement au plus juste? Il y a une alternative qui est en fait de financer en dette l'équipement. Donc, les avantages, c'est que ça n'impacte pas votre réseau. Vous avez des loyers prévisibles. Et souvent, dans ce type de modèle qui est très déployé dans l'automobile, la maintenance est incluse. Bah, l'inconvénient, c'est que, à ma connaissance, en fait, ce modèle n'existe pas encore pour la géothermie ou le solaire thermique, et vous n'avez pas d'engagement de performance non plus, et se pose toujours la question du dimensionnement. L'acteur financier, en fait, intervient comme un acteur financier et ne s'engage pas sur des métriques de performance, comme aujourd'hui, bah, votre loueur d'automobile, il ne s'engage pas sur la consommation du véhicule dans la durée. Et donc, bah, l'alternative, c'est la page pub, entre guillemets. L'alternative, justement, on s'est posé la question comment on va répondre à toutes les objections que j'ai citées avant, c'est de lier le financement avec des engagements contractuels sur le coût de la maintenance et sur la performance. Donc là, il y a aussi des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'en fait, tous les risques techniques sont supportés par un tiers. L'investissement, le coût de la maintenance, enfin, le coefficient de performance. Et donc, en fait, les economics sont garantis. Il n'y a pas d'investissement initial, donc pas d'impact sur le bilan non plus. Par contre, la limite, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de votre équipement pendant la période d'abonnement avant que l'équipement vous soit rétribué une fois que l'abonnement a permis de l'amortir. Ok. Non, c'est par rapport à ce que vous disiez sur le RCU où il y avait une obligation légale de se raccorder. Et Oui, je demandais à quel texte de loi vous faisiez référence et s'il n'y avait pas un sujet de coût. Parce que souvent, tout à ce qui fait, est un frein, c'est les coûts de raccordement qui sont parfois tout à exorbitants. fait. Alors, donc, j'ai pas le petit numéro d'article, mais c'est effectivement dans la loi. La loi, en fait, dispose que quand vous êtes dans un plan de développement prioritaire, donc il y a des cartographies qui existent pour savoir si on est dedans, vous devez vous raccorder au réseau de chaleur. Et il y a trois exceptions. Alors, je les ai plus toutes en tête. Il y a évidemment le coût disproportionné. Il y a le fait si vous avez des besoins très importants de froid, ça peut être une raison aussi, parce que bah, le réseau de chaleur peut, dans la plupart, il y a très peu de réseaux de froid en France, donc on va vous fournir que de la chaleur
alors que vous avez compris qu'il y a d'autres technologies comme la géothermie qui peuvent faire du chaud ou du froid. Et le dernier point, c'est le délai. La seule difficulté, c'est qu'en fait, tout ça, c'est à vous la charge de la preuve. Donc, et il y a des amendes, hein, qui sont significatives. Et donc, en fait, vous devez, euh, pour démontrer que vous remplissez l'une des conditions, vous devez notamment demander au gestionnaire du réseau de chaleur de vous raccorder. Il faut attendre sa réponse qui va vous montrer que c'est trop cher ou que c'est trop long ou que ça répond pas à vos critères. Donc, le principe est très bien. La mise en œuvre peut être un peu plus embêtante lorsqu'on estime et que, en fait, quand on voit bien qu'on est à 500 mètres du réseau de chaleur, qu'on ne va pas être accordé tout de suite, mais néanmoins, il faut faire la démarche, attendre la réponse. Et une fois qu'on a la réponse, effectivement, on peut respecter l'une des trois exemptions qui est inscrite au Code de l'énergie. Ok. Alors, il y a un retour d'exemple parce que c'est pour insister sur le dimensionnement. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Alors, la photo n'est pas une vraie photo parce que je voulais pas entre guillemets dévoiler des informations. Donc c'est quelqu'un qui a véritablement fait son installation parce qu'en fait quand on a démarré le bon tuyau, on a expertisé l'état de l'art, ce qui se faisait. Et en fait la question souvent pour vous, hein, qui se pose et qui est légitime, c'est quoi le temps de retour? Donc là on a un cas réel donc qui a été fait et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a échangé avec la propriétaire du bâtiment en l'occurrence, et on a refait tout le dimensionnement derrière, et c'était pour voir quel était l'impact de notre proposition, et surtout, en fait, ce que je vais faire toucher du doigt, c'est le sujet à la fois du financement et du dimensionnement. Donc, en fait, on a un bâtiment qui a la géothermie, donc en fait, qui a 32 sondes de 140 mètres, donc des sondes, très simplement, c'est des tuyaux en plastique qui sont enterrés dans dans le sol, qui font un U. Et donc l'eau sort du bâtiment, refroidie ou rafraîchie en fonction de ce qu'on veut faire. Et elle se réchauffe ou se rafraîchit au contact du sol. Et la pompe à chaleur géothermique prélève la chaleur ou le froid pour le mettre au bâtiment et ainsi de suite. Donc l'eau n'est pas en contact avec le sol. Et c'est pas non plus la même eau qui circule dans le bâtiment, c'est une boucle spécifique. Donc là déjà, en fait, c'était un bâtiment qui avait des gros besoins, hein, en chaud et en froid. Donc déjà, alors ça c'est un point technique, 1400 heures de fonctionnement. Déjà, on voit que le dimensionnement est pas optimal, c'est-à-dire que on a investi dans un actif qui coûte très cher en coût fixe, hein. Donc vous avez peut-être compris, si je me suis bien exprimé, que la géothermie c'est un coût fixe. Et donc, on a intérêt à le dimensionner pour qu'il soit utilisé le plus possible. Donc là, 1400 heures sur 8760 heures par an, pour un bâtiment qui a besoin de chaud et de froid, c'est pas assez. Donc c'est mal dimensionné. Et donc, alors, heureusement, les aides de l'ADEME sont bien faites. Elles ne dépendent pas du coût de l'investissement, elles dépendent de l'énergie délivrée. On va voir pourquoi c'est important. Donc, 600 000 euros d'investissement après les aides, moins 80% d'énergie en gaz et en élec, à la fois sur le chauffage et le rafraîchissement, et 8 fois plus de froid délivré. C'est-à-dire qu'avant, le froid ne couvrait pas l'ensemble du bâtiment. Et donc là, on avait un temps de retour sur 10 ans. Déjà, si on dimensionne correctement l'installation, euh, en fait, je ne rentre pas dans le détail, mais euh, on a, après les aides, parce qu'en fait, tout le bénéfice du dimensionnement juste, on a les mêmes aides pour un dimensionnement plus ajusté. Donc, c'est très significatif. Et donc, vous voyez qu'on consomme un tout petit peu plus d'énergie, 1% d'énergie en plus. Par contre, on économise 19% sur l'investissement. Et vous vous rappelez que j'ai dit que l'investissement, c'était 80% du coût complet. Et donc là, on a un temps de retour qui passe à 8 ans. Donc, on a gagné 2 ans en investissant moins. Donc ça, déjà, c'est un premier point. C'est quelle est la qualité du dimensionnement et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt des acteurs qui dimensionnent ou qui vendent des solutions à dimensionner au plus juste. Et si on bascule, désolé, mais je n'ai pas le choix de le faire, c'est parce qu'on est convaincu que c'est la bonne solution. Bah, si vous passez avec un abonnement comme ce qu'on fait avec le bon tuyau, bah, vous avez zéro investissement. Dans le cas précis, l'abonnement aurait coûté moins cher que les économies dès la première année. Donc en fait, votre temps de retour, il est passé de 10 ans à 8 ans en dimensionnant correctement et à zéro avec un principe d'abonnement. Et l'autre élément qu'on ne voit pas là, c'est que dans le cas à gauche, il y a zéro sécurité dans le temps sur la performance. Donc les moins 80% d'énergie, est-ce que
véritablement on est bien dimensionné, est-ce qu'il va y avoir cette garantie? Et dans le cas à droite, c'est garanti. Donc, du coup, je vais pas faire une pause là parce qu'il y a eu des questions, il faut que j'y réponde. Donc, la question, c'est comment passer à l'acte? Alors, évidemment, je suis obligé de le dire et bah, c'est parce que c'est pas écrit, mais vous avez à la fois des acteurs comme Horace qui peuvent vous accompagner pour faire un premier dégrossissage. L'ADEME aussi soutient ce qu'on appelle des animateurs chaleur renouvelables, qui sont des gens qui vous aident à faire ce travail un peu plus détaillé. Évidemment, je ne peux pas vous le faire en direct sur votre bâtiment pour dégrossir la situation. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. J'insiste encore plus sur le paradoxe, c'est-à-dire que je ne l'ai pas écrit, mais on a des gens qui sont là pour vous aider à faire les bons choix. Après, il peut rester des freins comme ceux que j'ai évoqués, mais on a vraiment cette chance, et particulièrement, moi je suis basé à Angers, on est actif principalement dans tout le Grand Ouest. On peut aller en dehors, hein, lorsqu'on travaille avec des professionnels du bâtiment, on peut aller partout en France, mais particulièrement au Pays de la Loire, parce que je les connais bien, il y a un travail formidable qui est fait. Néanmoins, là, vous avez déjà, pour répondre aux questions qui ont été posées, une première ébauche. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a un réseau de chaleur à proximité? Bah, sauf les exceptions qu'on a évoquées avec Thibaut, oui, vous devez vous raccorder au réseau de chaleur. Donc en fait, ça ne sert à rien de se poser des questions, sauf pour la question du froid, mais pour le chaud, c'est réseau de chaleur. Ensuite, il y a une vraie question qui est quelle est la loi d'eau de votre réseau de chauffage? Alors là, c'est un peu technique, mais c'est exactement la question qui a été posée. Quelle est la température du solaire thermique? Quels sont les émetteurs de chaleur? En fait, le point clé, on va voir pour les pompes à chaleur, qu'elles soient géothermiques ou aérothermiques, c'est la température de l'eau chaude qui passe dans votre bâtiment quand il fait le plus froid dans l'année. Donc ça, en général, vous ne la connaissez pas, mais c'est très simple. Si vous avez un agent d'exploitation, il doit la connaître. S'il ne la connaît pas, c'est pas bon signe. Donc changez d'agent d'exploitation. Et sinon, vous allez sur la chaudière et vous touchez les touches et vous allez voir. Alors déjà, en général, ça doit être aussi marqué dans la salle avec sur le plan de schéma hydraulique. Solution simple, c'est vous y allez quand il fait froid et vous regardez la température parce que vous devez aussi avoir des thermomètres sur les sorties et les entrées. Et sinon, dernière solution, vous bidouillez dans le système de la chaudière et la loi d'eau est nécessairement indiquée vu que c'est la manière dont elle est régulée. Donc en fait, c'est assez simple. La loi d'eau, elle dépend de deux choses, de la performance de l'enveloppe de votre bâtiment et de ce qu'on appelle les émetteurs, donc les planchers chauffants, les ventiloconvecteurs, les radiateurs. Et donc, en fait, pour simplifier, si vos émetteurs sont, on va dire, peu dimensionnés et qui font face à des déperditions du bâtiment importantes, eh ben, il va falloir mettre de l'eau très chaude pour réchauffer le bâtiment. A contrario, si vous avez une surface de contact très élevée de vos émetteurs, donc par exemple un plancher chauffant, eh ben, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'eau chaude pour compenser les pertes thermiques du bâtiment. Et donc ça, on peut la changer, la loi d'eau, hein. On peut l'optimiser à la marge en redimensionnant certains radiateurs. Par contre, si on veut la changer drastiquement, soit il faut isoler le bâtiment, ce qui est toujours la première chose à faire, hein. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Soit il faut changer et ou changer les émetteurs. En tout cas, à très court terme, si on se regarde juste là, j'ai ma chaudière qui tombe en panne, je dois faire quelque chose, quelles sont les options? C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de vous lancer dans un grand chantier de l'enveloppe ou de changer tous les émetteurs. Ben, en fait, si la loi d'eau est supérieure à 65 degrés, vous n'avez pas le choix, il faut continuer à brûler quelque chose. Donc évidemment, moi je vous encourage à considérer la biomasse plutôt que... Alors ça peut être du biogaz, même si l'inconvénient c'est que vous restez soumis à la volatilité du gaz, mais en tout cas de la biomasse. Par contre, si la loi d'eau est inférieure à 65 degrés, donc là on arrive à la question, ben, c'est toujours le cas en bâtiment neuf, hein. En tout cas, si vous avez un bâtiment neuf avec une loi d'eau supérieure à 65 degrés, c'est que c'est une catastrophe en termes d'ingénierie. Donc là, dans un bâtiment neuf, la loi d'eau est en fait toujours inférieure à 65 degrés et on peut toujours faire de la géothermie. Pourquoi? Et ça répond à l'une des questions, enfin directement, c'est qu'on peut forer avant les fondations du bâtiment. Et sauf à ce que vous fassiez une tour de 90 étages, les bâtiments neufs sont tellement performants énergétiquement qu'on peut gérer 3, 4, 5 étages
rien qu'avec la surface du bâtiment. Donc, il faut considérer dans ce cas-là, la géothermie et le solaire thermique, c'est quasiment sûr que ça sera rentable. Alors, évidemment, on va se poser la question de la faisabilité par rapport au sous-sol. Donc ça, évidemment, les bureaux d'études, le bon tuyau, vos animateurs chaleur renouvelable aussi, qui ont les premiers, comment dire, outils pour dégrossir, peuvent vous aider à confirmer qu'on peut effectivement faire la géothermie par rapport au sous-sol, mais c'est le cas en fait sur 90% du territoire. Donc le oui, il ne veut pas dire oui, faut forcément faire ça, mais oui, vous devez le considérer. Et s'agissant du solaire thermique, en fait, on a différentes technologies de basse à haute température. Alors ici, je vais parler que des besoins du bâtiment, je ne vais pas parler des besoins spécifiques pour les process industriels. Mais en gros, vous avez les plans vitrés qui peuvent monter, en fait, qui peuvent dépasser 100 degrés, donc 110 degrés, euh, ce qui n'est pas utile pour un bâtiment, mais de facto, le système sait gérer ça. Et vous avez des systèmes basse température, par exemple, ce qu'on appelle de la moquette, où en fait, c'est tout simplement des tuyaux noirs qui sont au soleil, ou des panneaux, ce qu'on appelle hybrides, qui peuvent à la fois faire du photovoltaïque et du thermique, qui eux sont plutôt entre 20 et 40-50 degrés. Et donc, en fonction des besoins du bâtiment, est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'eau chaude sanitaire? Est-ce qu'on couple ça avec de la géothermie, avec une pompe à chaleur? Est-ce qu'on a de la place, pas de place? On va regarder entre les différentes technologies. C'est une réponse très partielle par rapport à la question, mais en fait, il y a quand même une plage de technologies qui permet d'avoir une plage de température assez intéressante. Donc la vraie question, c'est quid du bâtiment ancien. Donc là, si le bâtiment n'est pas neuf, la question c'est est-ce qu'on a du foncier disponible ou une toiture disponible pour le solaire thermique? Et alors là, c'est très difficile de donner des ordres de grandeur, mais je vais quand même en donner un, parce que ça dépend de la performance du bâtiment. Évidemment, entre un bâtiment modérément isolé et un bâtiment qui a été rénové récemment, vous comprenez bien qu'on n'a pas besoin de la même énergie et donc la même surface de foncier disponible. Néanmoins, l'ordre de grandeur que je donne pour dégrossir, c'est il faut autant de surface cadastrale autour du bâtiment que de surface de plancher du bâtiment. Ça dépend aussi des usages. Entre un EHPAD occupé toute l'année, consomme beaucoup de chaude sanitaire, et un bureau qui n'est pas nécessairement occupé toute l'année, en tout cas rarement le week-end, rarement la nuit, qui consomme peu de chaude sanitaire, vous voyez bien que ça ne marche pas non plus. Mais l'ordre de grandeur, en gros, c'est 1 m² par surface de plancher. Plus le bâtiment est gros, moins c'est vrai, parce qu'il y a quand même des effets d'échelle. Pour un petit bâtiment, c'est absolument nécessaire. Donc ça vous donne un premier critère. Et en fait, si vous avez du foncier disponible, pareil, il faut regarder, se poser la question, bien sûr, rentrer plus dans le détail, hein, de la géothermie et ou du solaire thermique, qu'on peut aussi poser au sol. Si vous n'avez pas de foncier dispo, en fait, on peut quand même peut-être faire de la géothermie. Il faut regarder, parce qu'on a des technologies qu'on appelle surnappe, où là, en fait, avec 2 forages ou 4 forages, donc c'est-à-dire 4 fois 100 mètres carrés, donc c'est-à-dire très peu, on peut délivrer des puissances très importantes. Mais ça, c'est une technologie qui n'est disponible que sur 20% du territoire environ. Ça dépend en fait de la géologie. Donc, vous ne pouvez pas le déterminer seul. Le compte, c'est quand même bien de se poser la question et de demander à votre animateur chaleur renouvelable ou à Horace ou au Bon Tuyau ou à votre bureau d'études de savoir si, à leur connaissance, il est possible de faire. En tout cas, ça vaut le coup de se poser la question, hein. Et moi, je vous le dis, c'est pas légitime de payer 5 000 € juste pour répondre à cette question. C'est une question qu'on peut répondre. Oui, euh, ça vaut le coup de regarder. Non, ça vaut pas le coup. Mais il faut surtout pas engager des études compliquées avant une réponse simple de principe. Et va se poser toujours la question du solaire thermique sur toiture si vous n'avez pas de foncier disponible pour couvrir une partie des besoins. Et ce que je veux ici faire comprendre, c'est qu'en fait, c'est quasiment la règle, ça devrait être la règle de se poser la question de la géothermie et du solaire thermique. Vous avez vu que quasiment tous les oui vont là. Et ça doit être l'exception. La pompe à chaleur aérothermique, l'exception, je reviendrai sur des ordres de grandeur. En tout cas, c'est que quand on a fait ce cheminement, on se dit, ah bah oui, finalement, j'ai pas le choix. C'est soit pompe aéro, soit biomasse, parce que bah, alors, il faut savoir que si la loadone n'est pas bonne, on ne peut pas faire non plus de pompe à chaleur aérothermique, hein. Son coefficient de performance sera de 1, c'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre des radiateurs électriques que d'investir
dans un équipement qui coûte cher et qu'il faudra remplacer tous les 10 ans. Donc, si votre loi d'eau en fait est mauvaise, il faut changer vos émetteurs et il faut isoler votre bâtiment. Et à très court terme, vous n'avez pas le choix que de brûler quelque chose. Et si la loi d'eau est bonne, si vous avez du foncier disponible, ou du toit, il faut se poser la question de ces énergies et seulement après un dégrossissage avec Horace, avec les animateurs chaleur renouvelables, avec la MAPES pour ceux qui sont dans le médico-social, par exemple, aller sur la solution que moi j'ai appelée d'exception par défaut, qui est la pompe à chaleur et le bois. J'ai deux dernières slides. Donc, en fait, si je résume ce qu'on appelait les triggers, hein, donc quand est-ce qu'on doit se poser la question de la géothermie ou du solaire thermique? En neuf, toujours. En réno, 1 m² de foncier disponible pour 1 m² de plancher, moins au-dessus de 1000 mètres, parce que vous avez compris qu'il y avait des effets d'échelle. Mais parfois, on peut faire la nappe. Les usages, il faut un bâtiment qui est utilisé quand même la majeure partie de l'année. Encore une fois, ce sont des coûts fixes. Si vous rentabilisez des coûts fixes que 3 mois dans l'année sur un hôtel qui est ouvert que 3 mois dans l'année, ça ne va jamais marcher. Donc, il faut des usages intensifs. Quand on fait du froid, j'en ai assez peu parlé, parce qu'on ne peut pas non plus faire un... Mais en fait, il faut avoir en tête que la géothermie, elle est plus performante quand on fait du chaud et du froid que quand on fait juste du chaud. Donc, quand vous avez des besoins équilibrés, il faut encore plus se poser la question. Et en fait, le plus important, et c'est ça, moi, ce que je constate dans les projets, c'est pas les éléments techniques, parce que ceux-là, ils sont assez faciles à discriminer, c'est vous, en fait. Euh, et là, il y a vraiment un travail qui est difficile à faire, et c'est pas un travail d'ingénieur. Je suis ingénieur, hein, donc c'est pas une critique. C'est un travail de motivation. C'est quoi votre motivation? Est-ce que votre motivation, c'est de valoriser la valeur de votre bien? Est-ce que c'est d'être conforme? Est-ce que c'est d'avoir un label? Est-ce que c'est de ne plus être exposé à la volatilité des cours du gaz, de l'électricité? Est-ce que c'est d'optimiser à court terme vos coûts d'exploitation? Est-ce que c'est d'optimiser le confort, notamment en été, qui est de plus en plus important dans tous les secteurs? Et en fonction de la réponse à ces questions, le dimensionnement, et j'insiste, hein, ne va pas être le même. Le dimensionnement, c'est pas quelque chose de théorique, technique, qu'on fait pour optimiser des choses qui ne vous concernent pas. C'est pour répondre à vos besoins. Et le plus difficile, moi, ce que je constate, c'est notamment le sujet du rafraîchissement. Quel, euh, voilà, quel niveau de confort je vais avoir? Euh, Est-ce que ma priorité, c'est de réduire mes coûts d'exploitation à court terme ou de me désexposer le plus possible à la volatilité sur le moyen terme? Et en fait, les réponses techniques vont pas être les mêmes. Et il y a le sujet du timing aussi, c'est important. Moi, je constate qu'on est dans le monde du bâtiment. S'il n'y a pas d'incitation à agir rapidement, en fait, vous allez vous épuiser et vous allez épuiser vos partenaires. Euh, et donc, en fait, tout le monde va perdre du temps. Et donc, il faut y aller quand on a compris ses motivations et quand on a une raison d'agir. Parce que si on n'a pas de raison d'agir, en fait, ce sont des décisions compliquées, hein. Donc, vous n'allez pas décider. Ce sont des décisions compliquées. Donc, si vous n'avez pas de raison à agir dans un temps court, vous n'allez pas décider. Donc, ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie pour ne pas décider. Il faut y aller quand vous estimez qu'en fait, vous êtes en capacité de décider. Donc, il faut se poser la question du pourquoi maintenant. Alors, il y a une urgence écologique et nous, on a créé le bon tuyau pour l'impact écologique. Mais vous avez compris que on ne vend pas de l'écologie. D'ailleurs, j'en ai pas assez parlé. Parce que dans les critères de décision des entreprises, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a une urgence à agir. Donc, je vais vous dire oui, il faut tout faire maintenant. Mais malheureusement, ça suffira rarement dans votre processus de décision. Donc, pourquoi maintenant? Vous avez des travaux plus larges. Vous devez respecter des contraintes réglementaires. Il y a des équipements qu'il va falloir changer. Le niveau de confort de vos salariés ou de vos occupants, de vos locataires, de vos résidents n'est plus supportable. Et donc, ça y est, on a les éléments pour agir et pour décider et pour enclencher un projet euh, qui va déboucher. Parce que les échecs, avoir une ou deux personnes dans une structure qui dépensent de l'énergie pendant 3, 4 mois, 5 mois et en fait il ne se passe rien, c'est la meilleure manière qu'il ne se passe jamais rien. Et on reste au gaz, on reste à la pompe à chaleur aéro et on reste exposé, enfin on continue à consommer énormément d'énergie et on reste exposé à la volatilité des prix de l'énergie. Je crois que j'ai fini.
Thibaut, est-ce que vous voulez prendre la parole pour votre question là sur l'espace géothermie horizontale? Ouais. Je suis désolé, j'ai beaucoup de questions, mais le sujet est passionnant. Moi, mon sujet, c'était sur la géothermie. Quand on est sur de l'horizontal, on est d'accord que le sol occupé par cette techno n'est pas exploitable. Alors non, non, on n'est pas d'accord. En fait, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est qu'une fois que... Alors, déjà, géothermie horizontale, c'est un concept qui est pas... qui est, enfin, qui est très différent en fonction de ce que les gens mettent derrière. Nous, pour être tout à fait transparent, on ne fait pas de géothermie purement horizontale, c'est-à-dire d'échanger des échangeurs, mettre des échangeurs de chaleur à 1,70 m, 2 mètres du sol maximum, parce que là, pour le coup, pour les bâtiments, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais mon propos, c'était surtout sur les bâtiments professionnels, hein. Là, le ratio de 1 m² pour 1 m² de surface pour 1 m² de surface de plancher, il est pas bon, c'est beaucoup plus. Moi, je parlais effectivement des échangeurs euh, plus denses en énergie, donc soit des sondes, comme je l'ai indiqué dans l'exemple, soit ce qu'on appelle des échangeurs compacts, donc c'est-à-dire qu'ils vont aller quand même à 4 mètres de profondeur et qui vont avoir plus d'énergie au mètre carré. Cela étant dit, quelle que soit la technologie, incluant ce que moi j'appelle les échangeurs horizontaux, c'est-à-dire à moins de 2 mètres de profondeur, si, en fait, la seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas construire un bâtiment évidemment après et il faut respecter des distances pour planter des arbres qui vont avoir des racines qui vont aller à plus d'1 mètre de profondeur. Ça, je pense que vous avez compris la logique derrière. Par contre, Oui. des espaces verts non arborés ou des surfaces de parking, bien sûr. Et d'ailleurs, ça c'est très peu connu, hein, mais la géothermie et le solaire thermique permettent de respecter pour le solaire thermique les objectifs de solarisation des toitures et pour la géothermie les objectifs d'énergie renouvelable sur les parkings. Une solution géothermique pourrait être mise sous des places de parking, c'est ça que vous dites? Tout à fait, c'est même très courant. Ouais. Et ça remplit les objectifs de la loi APER, qu'on appelle hein, souvent solarisation des parkings, mais qui est en fait une obligation sur soit un taux d'énergie renouvelable, soit un taux de végétalisation. Mais la géothermie dans la loi n'est pas forcément plébiscitée, non, de mémoire? Enfin, je ne sais plus trop les détails, mais. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez par plébiscité, elle est possible Ouais. euh, dans ses obligations. Voilà. En fait, de manière générale, hein, ce qu'on appelle le législateur, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, ils essayent quand même d'être le plus neutre technologiquement, Mm. d'avoir des obligations sur des objectifs. Alors évidemment, sur toiture, on ne peut pas faire de géothermie. Donc évidemment que sur toiture, c'est soit du solaire, thermique ou photovoltaïque, soit la végétalisation. Vous n'avez pas d'autre option. Par contre, sur les parkings, vous pouvez faire de la géothermie du moment que ça remplit, ça produit la même quantité d'énergie renouvelable que l'alternative solaire ou photovoltaïque, ce qui est le cas. C'est beaucoup plus dense en énergie hein, par mètre Mm. carré que du solaire. J'avais encore une question concernant les rafraîchisseurs adiabatiques. En fait, on fait face à des canicules, des sécheresses, des restrictions d'eau. Et du coup, un rafraîchisseur adiabatique, c'est surtout utile quand il fait très chaud, quoi. Donc, enfin voilà, ma question était quand il y a une restriction d'eau, du coup, ça veut dire qu'on ne peut plus les utiliser. Et c'est les moments où, en général, il fait le plus chaud. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose, un commentaire sur là-dessus. Non, à part le fait que vous avez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à des échelles différentes, hein, les industriels qui ont des tours aéroréfrigérantes, hein, qui utilisent aussi ce type de procédé pour rafraîchir leurs équipements, ils ont bien compris que c'était un risque très important. D'ailleurs, il y a des plans de l'État qui visent en fait à réduire les consommations. Alors, je suis moins expert de ce sujet, hein, d'eau des gros consommateurs et c'est clairement un risque. Donc, je ne sais pas vous dire beaucoup plus, je suis d'accord avec votre commentaire. Ok, merci. Bonjour, moi j'avais une question par rapport à ce que vous proposez là. Parce que moi j'ai une partie de mon bâtiment qui est chauffée en pack RR aujourd'hui, donc j'ai aucun réseau hydraulique. J'ai fait une première étude pour voir si mon bâtiment qui est actuellement relié au réseau hydraulique pouvait être raccordé à cette partie-là, et ça coûte extrêmement cher en fait
en tuyauterie, quoi, enfin en installation, quoi. Et du coup, vous partez du fait qu'il faut déjà qu'il y ait les réseaux hydrauliques, présents ou est-ce que vous intégrez aussi le fait, de pouvoir les rajouter a posteriori sur un bâtiment à rénover, quoi? Ouais, c'est une très bonne question et c'est vrai que ça manque là dans ce petit diagramme. En fait, si vous n'avez pas de distribution d'eau dans le bâtiment, euh, soit vous restez à la PAC RR, soit vous avez raison, ça manque, soit vous devez investir effectivement dans votre réseau. Il y a pas, il y a pas il n'y a pas d'alternative. Et il y a pas mieux qu'une PAC, RR, il y a pas une petite solution miracle, non? Ben non, parce que enfin, pas à ma connaissance, c'est-à-dire que vous devez réussir à capter de la chaleur ou de la fraîcheur de l'extérieur. Alors, si, il y a une alternative, c'est de faire ce qu'on appelle un puits canadien. Mais je, je sais pas, je vais le dire comme ça, je sais pas si c'est toujours vraiment rentable, euh, mais je maîtrise pas vraiment les économics de cette solution. Je peux vous expliquer le principe. En fait, le principe, c'est exactement le même que la géothermie horizontale, c'est-à-dire qu'on va enterrer des tuyaux dans lesquels on va faire passer l'air à 1 mètre du sol à peu près, et qui va tirer parti du fait qu'à 1 mètre, 1 mètre 50, bah, on a quand même une variation de chaleur qui est un peu amortie par rapport à l'extérieur. Mais vous restez sur le vecteur R, vous restez sur une pompe à chaleur RR, pardon, et vous restez avec des variations quand même qui sont très significatives, c'est-à-dire qu'à 1 mètre, vous avez juste un effet retard en fait de la température extérieure et d'amortissement, mais qui est assez léger. Donc à 1 mètre, en plein été, il peut faire plus de 25 degrés. Enfin, là, le sol peut être à plus de 25 degrés. Et ça reste des investissements. Donc moi, j'aurais tendance à dire que enfin, c'est une solution vertueuse. C'est un, voilà, c'est un peu une demi-mesure, mais je suis prêt à être challengé ou avoir un autre regard, hein, évidemment, sur cette réponse. OK. Mais c'est un J'avais une sujet, hein. deuxième. Ouais, 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 c'est un et sujet. j'avais une deuxième question parce que du coup, mon 1er bâtiment là qui est en hydraulique, je vais le raccorder en réseau de chaleur. Mais par contre, j'ai un vrai besoin en clim, sur ce bâtiment-là. Je peux mettre de la géothermie aussi, c'est pas contradictoire avec le réseau de chaleur? Parce qu'il me semblait que la géothermie, elle devait aussi, enfin, il devait y avoir une sorte d'équilibre entre le chaud et le froid, quoi. Si je pompe que du froid, c'est pas très bon, quoi. Alors en fait, vous avez tout à fait raison sur le principe, c'est-à-dire que quand on va dimensionner l'installation, on va regarder le bilan thermique du sol et du bâtiment hein, en faisant des simulations heure par heure sur 25-50 ans. Et donc on a des règles à respecter à la fois pour assurer la performance de l'installation, mais aussi simplement respecter les obligations réglementaires. Et donc on va s'assurer qu'effectivement on ne réchauffe pas ou qu'on ne refroidit pas trop fortement le sol. Et donc quand on a un bilan équilibré, c'est-à-dire qu'on a du chaud et du froid, eh ben, on va avoir besoin de couvrir une surface de sol, enfin, un volume de sol plus faible que si on a un besoin déséquilibré. Et donc, ça va être moins performant économiquement. Et je ne pense pas aujourd'hui que faire de la géothermie que pour du froid soit rentable, malheureusement. Que pour du chaud, oui. Que pour du froid, non, pas encore. Malheureusement, dans 10 ou 15 ans, oui, parce qu'en fait, les besoins de chaud vont baisser, les besoins de froid vont augmenter. Mais aujourd'hui, il y a enfin, ça dépend des bâtiments, il faut vraiment regarder bâtiment par bâtiment, mais en général, les besoins de chaud restent quand même plus importants que les besoins de froid. Mais c'est pareil, il faut regarder. Mais là, en l'occurrence, bon, vous êtes déjà raccordé, donc je sais pas ce qu'on a le droit de faire une fois qu'on a la géothermie faite pour le froid, si on a le droit de réduire sa consommation. Parce que l'obligation, hein, elle porte sur l'obligation de raccordement, elle porte pas sur l'obligation de consommation. Donc là, c'est quand même c'est un peu tiré par les cheveux, hein. Mais théoriquement, une fois que vous êtes raccordé, vous n'êtes pas obligé, enfin, personne ne vous oblige à consommer, évidemment. Voilà. OK. Mais là, je pense que malheureusement, enfin, je pense que vous n'avez pas le choix d'utiliser une pompe à chaleur aérothermique. Mmh. Mais c'est dommage, quoi, parce que vous avez fait 2 fois l'investissement. Ouais. OK, merci.
Ok, donc là on arrive à midi 4, donc je propose qu'on s'arrête là. De toute manière, n'hésitez pas à prendre contact directement avec Nicolas hein, si vous vous sentez intéressé par le sujet et puis comme l'a présenté Nicolas hein, par rapport à l'arbre de décision, si vous vous sentez assez mature. Sinon, dans le chat, on a Emmanuel qui nous a partagé aussi les contacts hein, des relais hein, du réseau des énergies renouvelables en Pays de la Loire. Et puis vous pouvez aussi passer par nous. Donc voilà. Mais un grand merci Nicolas pour cette présentation qui était vraiment instructive et intéressante. Euh, Quelques messages, donc ouais, des remerciements. Un- je crois qu'il y aura une partie du support qui pourra être transmise. Voilà, il y aura quelques éléments, et notamment aussi Oui, on va le partager un lien, ouais, que tout le monde un puisse y lien accéder. et le contact hein, du bon tuyau pour pouvoir mener à bien vos projets en géothermie. Mm. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée, au revoir.